nouvelle incroyable. Pour la première fois en forêt des Couves, une manifestation de tritons marbrés a eu lieu. Ils protestent car leur espèce est menacée de disparaître. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, la manifestation des tritons est en marche. Mais d'abord, savez-vous ce qu'est un triton? Est-ce une gazelle, un dragon de Komodo ou une tortue? Nous allons en savoir plus grâce à Mathéo dans le reportage. Un triton est un amphibien qui possède une queue, c'est donc un urodèle. Il est vert avec des marbrures noires et une ligne orange sur le dos. Il est né et se reproduit dans les mares, mais passe le reste de sa vie caché dans les haies ou les souches d'arbres. Lors des pontes, la femelle place délicatement ses 200 œufs, un à un, dans une feuille. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les tritons marbrés, retrouvons Chloé pour la météo des tritons. Bienvenue sur Triton Mathéo. Aujourd'hui, nous allons voir la météo du triton marbré, ou Triturus marmoratus pour les plus scientifiques d'entre vous. Nous retrouvons le triton marbré, principalement en Espagne, au Portugal et à l'ouest de la France. Il se partage le nord-ouest de la France avec un cousin, le Triturus cristatus, aussi connu sous le nom de triton crété. Malheureusement, petit nuage sur notre carte. Le triton est une espèce menacée. La principale raison est la disparition des mares. Merci à vous, c'était un plaisir de vous présenter la météo du triton. Mais ouais, maman, je me suis bien brossé les dents. Merci Chloé pour toutes ces informations. Maintenant, nous allons voir pourquoi les tritons sont en voie d'extinction dans le deuxième reportage. Le triton marbré est une espèce bocagère qui migre de plus en plus vers des zones forestières suite au changement de son habitat. Moins de prairies et plus de champs de culture, arrachage de haies bocagères et utilisation de produits polluants sont les causes de cette migration. Face aux menaces, des hommes et des femmes se sont réunis pour protéger les tritons. Retrouvons notre envoyé spécial pour Micro-Triton en forêt des Couves. Pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional du Normandie-Maine. Donc, mon métier consiste à la préservation de ces habitats et de ces espèces. Que faites-vous pour protéger les tritons et leur habitat? Alors, le triton est une espèce donc d'intérêt européen, patrimoniale et menacée, notamment par la disparition de son habitat, que sont les mares bocagères et de prairies, puisque l'intensification de l'agriculture a contribué fortement au recul de son habitat. Le triton il a besoin d'un ensemble de mares. Et s'il y avait uniquement cette petite mare au sein de la prairie, ça ne permettrait pas au triton de vivre entièrement. Il y faut plusieurs endroits comme ça. Un triton, ça peut se déplacer de plusieurs centaines de mètres sans difficulté. Il suffit qu'il ait une autre mare à moins de 200 mètres et ça suffit pour pouvoir assurer sa survie. Ces mares naturelles, normalement, il n'y a jamais de poissons dedans. Souvent, c'est l'homme qui en met, mais les poissons, c'est dans les rivières, dans les grands étangs, dans les lacs, mais pas dans les mares. Il ne faut jamais mettre de poissons dans les mares. Sinon, tous les batraciens vont mourir parce que chaque fois qu'ils pondront, tout va être prédaté par les poissons. Et au bout de quelques années, il n'y aura plus de batraciens puisqu'il n'y aura plus de naissance. Mon rôle, c'est de protéger cet espace naturel et surtout d'essayer de favoriser un maximum de biodiversité. La principale mission va être la sensibilisation auprès des agriculteurs pour maintenir un réseau de mares sur ces prairies et sur les lisières forestières et également contribuer à sa préservation en forêt. Merci beaucoup Julia et à très bientôt. Et vous, derrière votre écran, comment comptez-vous nous aider à protéger les tritons marbrés? Ne les touchez pas, ce sont des animaux protégés et sauvegardez les zones humides. Participez à l'opération Un dragon dans mon jardin. Si vous observez un amphibien dans votre jardin, photographiez-le et contactez une association naturaliste proche de chez vous. Vous participerez ainsi à l'amélioration des connaissances naturalistes et à la protection de la faune locale. Partagez ce film au maximum autour de vous. Merci pour votre attention et nous nous quittons sur cette belle image. C'est beau. Donc bonjour, moi je suis Benjamin Beaufils, je suis ingénieur écologue au département de la Mayenne et je vous présente quelques espèces qui vivent autour des milieux aquatiques. Donc là c'était un travail qui a été fait il y a peut-être quelques années avec les collèges et les écoles autour du parc naturel régional sur quelques espèces remarquables des milieux humides. Donc là vous avez vu le triton palmé, le triton marbré sur lequel je vais vous représenter tout à l'heure.
Donc l'idée, c'est pas forcément d'être très dans le détail sur l'ensemble de la biodiversité qui vit autour des milieux aquatiques, mais vous présentez quelques espèces dans différents milieux, celles qui sont un petit peu plus remarquables et puis où elles sont localisées dans notre département. On peut mettre en plein écran, oui. Donc le premier milieu sur lequel je vais vous présenter quelques espèces, c'est les milieux tourbeux. Donc ici, le marais du Furonneau, sur la commune de Pré-en-Paille, Saint-Sanson, dans le Grand Nord, qui a été classé réserve naturelle régionale en 2020. Et sur lequel une des espèces que vous voyez très très bien à l'écran, donc la première que je vous présente, c'est la linaigrette à feuilles étroites. Donc c'est une espèce qui est également appelée laine de tourbière ou coton de tourbière, qui est une espèce assez caractéristique de nos tourbières acides. Donc ça fait des petits pompons comme ça, très plumeux à partir du mois de juin, entre le mois de juin et le mois d'août. Un petit peu plus tardivement, nous, plutôt au mois de juillet, sur la Mayenne. Et c'est une espèce qui est connue, assez caractéristique pour les gens qui avaient une utilisation traditionnelle, notamment des petits pompons, qui étaient utilisés par le passé comme mèche pour allumer ou pour les briquets, ou dans les cultures beaucoup plus au nord, comme chez les Inuits, ils sont utilisés dans des lampes à huile pour faire une petite mèche et ils utilisaient la ressource locale pour l'éclairage. Localement aussi, ça peut être utilisé pour bourrer les matelas et une utilisation par rapport à ça. Donc c'est une espèce qui n'est pas forcément répartie sur la totalité du département, forcément sur la partie plutôt armoricaine, acide de notre département, donc essentiellement sur la partie nord. Une autre espèce assez caractéristique des tourbières, c'est la Drosera feuille ronde. Donc c'est une petite plante carnivore qui est présente sur les tourbières acides du département. Donc elles ont la particularité d'avoir des petites feuilles qui ressemblent à des petits soleils et à l'extrémité desquelles il y a une petite goutte de colle qui va pouvoir attacher, à rattraper, emprisonner les petits insectes qui vont se coller dessus, et ça va permettre à la plante de les digérer pour pouvoir avoir un petit complément alimentaire. Elles ne vont pas s'alimenter que par les insectes qu'elles vont digérer, mais elles sont dans des milieux plutôt acides et difficiles à mobiliser les éléments nutritifs. Donc elle va faire des compléments par les insectes qui vont se coller. Donc on en voit un au milieu qui est collé juste ici. Sur la feuille de Drosera. Donc voilà, c'est une espèce protégée au niveau national qui est présente et assez caractéristique des zones humides et de nos tourbières sur le secteur. Autre petite espèce beaucoup plus discrète, mais que je voulais vous illustrer, elle est assez confidentielle, c'est la mitrule des marais. Donc c'est un petit champignon qui est présent sur nos marais et sur nos tourbières. Donc c'est ce que vous voyez, ça fait un petit chapeau orange sur un pied blanc. C'est très petit, ça fait quelques millimètres, ça fait 5-6 millimètres maximum, et c'est visible en ce moment. Donc si je les ai vues cette semaine, elles étaient présentes sur nos tourbières dans le nord, et donc elles se développent sur des débris végétaux, des feuilles, des branches, des aiguilles, qui sont légèrement recouverts par une couche d'eau. Et donc c'est un champignon qui va être très dépendant de la température. C'est un champignon qui va apparaître quand l'eau est à partir de 7 degrés, et à partir du moment où l'eau sera trop chaude, au-dessus de 10 degrés, c'est un champignon qui va disparaître. Donc on va le voir pendant à peu près un mois sur le territoire, et c'est une espèce qui n'est pas très observée. Vous voyez, sur la région Pays de la Loire, on n'a que quelques données de ce champignon qui est un petit peu présent aussi côté Normandie. Voilà, mais il est souvent assez discret, pas forcément présent toute l'année, donc il n'est pas souvent observé par les naturalistes. Dernière espèce un petit peu caractéristique des tourbières, c'est une araignée, donc la dolomètre des marais. C'est une araignée qui fait à peu près 2 cm pour la femelle, qui est un petit peu plus grosse, et qui a la particularité de marcher sur l'eau, de pouvoir plonger, de pouvoir nager sous l'eau. Et c'est une espèce qui va essentiellement manger tous les petits insectes qui peuvent vivre dans la tourbière.
Donc il n'y a pas beaucoup de données en Mayenne, surtout sur le marais du Fourneau, le petit carré rouge que vous avez sur le côté. Une des particularités, comme pas mal d'araignées, c'est que ça produit énormément d'œufs et elle va être assez attentionnée auprès de ses œufs. Donc elle va d'abord garder un petit cocon sur son dos qu'elle va balader pendant un petit moment. Et au moment où les œufs vont éclore, elle va commencer à construire un petit cocon, une grande toile un petit peu que vous voyez, et pour enfermer les œufs dedans, pour garder sous un format pouponnière ces petits à proximité, de pouvoir les protéger, vérifier que tout va bien pour les jeunes avant qu'ils soient suffisamment grands, suffisamment autonomes pour casser cette toile et s'échapper après, se disperser sur le reste de la tourbière. Donc voilà pour 4 espèces assez classiques pour nos tourbières, et en particulier nos tourbières acides du département. L'autre milieu aquatique qui comprend énormément d'espèces assez remarquables, donc ça va être les mares. Donc on a une jolie mare qui est située sur le site Natura 2000 de la Corniche de Paille et du Mont des Avaloirs, donc sur les parties nord. Sur lequel vous avez l'espèce que je vous ai présentée tout à l'heure, ou les enfants vous ont présenté. Donc je vais juste compléter ce qu'ils ont dit. Donc c'est un de nos plus grands tritons, avec le triton crêté, qui est plutôt une espèce qu'on va retrouver sur les milieux calcaires. Le triton marbré, on va le trouver plutôt sur les milieux plutôt neutres à acides. Et donc qui est, comme beaucoup de nos tritons, enfin quasi tous nos tritons, ont 2 phases. Une phase aquatique sur la période de reproduction et une phase terrestre. Donc on va pouvoir le retrouver après la reproduction dans les haies, dans des regards humides, dans des prairies. On va pouvoir avoir des tritons qui se baladent, mais ils ont besoin forcément d'une mare d'un milieu aquatique pour se reproduire. La reproduction se fait uniquement dans les mares. Et sur lequel les œufs sont pendus sur la végétation. À peu près une centaine d'œufs sont pendus dans la végétation. Et donc, on a cette particularité chez le triton marbré, donc qui lui donne son nom, les petites taches très caractéristiques, vert et noir, et cette ligne orange qui traverse chez le mâle comme chez la femelle tout au long de l'année. Avec une particularité, c'est qu'au moment de la phase de reproduction, donc le mâle va avoir une crête qui va se développer de manière ponctuelle et elle ne va pas être découpée comme chez le triton crêté, elle va être, elle, assez lisse, et c'est ce qui permet aussi de repérer en période de reproduction les mâles des femelles. Voilà, c'est une espèce qui est assez présente sur l'ensemble de la région, même si elle est globalement en régression. C'est comme tous les amphibiens, des espèces protégées. Une autre espèce aquatique qui vit dans nos mares, donc c'est les notonectes, donc c'est une punaise aquatique. On a 5 espèces différentes qui vivent en Mayenne, et vous voyez quelques-unes de ces particularités, c'est qu'elle a des grandes pattes. Elle a des grandes pattes arrière, ce qui leur permet aussi d'être utilisée un petit peu pour attraper, pour capturer, éventuellement s'accrocher à soit la végétation, soit à des proies. Et donc c'est une punaise qui a cette particularité d'essentiellement nager à l'envers. Donc vous la voyez un peu dans cette position, l'essentiel du temps. Elle va nager, elle va aller respirer à la surface et faire une bulle d'air à l'extrémité de son corps pour pouvoir respirer. Donc finalement elle sort quasi jamais de l'eau. Et c'est une espèce qui va plutôt chasser tout ce qui est petit insecte aquatique, plus ou moins gros. Ça peut aussi attraper des têtards, des jeunes poissons. Voilà, elle va piquer, paralyser une partie, les espèces pour pouvoir les consommer. Donc c'est des espèces qui sont peu notées, c'est des espèces probablement beaucoup plus abondantes que vous avez sur la carte, qui recense les données en région, mais c'est une espèce qui est assez fréquente dans nos mares. Troisième et grand milieu sur lequel on va retrouver des espèces aquatiques, donc ça va être sur nos petits cours d'eau, ou les rivières, les têtes de bassin de nos rivières. Donc ici c'est une photo de la vallée du Sarton, donc sur 2 communes mayennaises, Saint-Pierre-d'Eny et Ravigny, qui bénéficient d'un arrêté de protection de biotope pour certaines espèces qui vivent à l'intérieur de la rivière.
Une de nos espèces caractéristiques va être la truite fario, donc notre truite sauvage, qu'on va retrouver dans les petits cours d'eau, les têtes de bassin de versant, et sur lequel on va avoir une des particularités qui nous permet de la reconnaître, c'est les petits points rouges. Vous en voyez un petit peu le long du corps du poisson, contrairement à la truite d'élevage, la truite arc-en-ciel, qui va plutôt avoir quelques taches noirâtres et puis une bande plus ou moins rougeâtre ou décolorée sans taches sur la partie centrale, un peu comme on voit là, le long du trait. C'est une espèce qui vit plutôt dans des eaux fraîches, sur lesquelles le réchauffement climatique lui est pas forcément propice, et qui nécessite des fonds caillouteux pour pouvoir se reproduire, donc notamment au moment de la reproduction, donc en période de frai, les œufs vont être pondus directement sur le substrat sableux. Et elle va créer une petite dépression dans la rivière, ce qui est mis comme la fosse devant, et générer un dôme pour protéger les œufs de la prédation et de faciliter la circulation de l'eau à l'intérieur des sédiments pour pouvoir oxygéner les œufs qui sont ainsi cachés. Donc voilà, plus forcément, c'est des substrats qui ont besoin d'être caillouteux, pas colmatés, pas plein de vases, parce que forcément, si on applique une couche de vase dessus, il n'y a plus de reproduction possible pour la truite. Donc voilà, vous voyez, c'est plutôt une répartition sur les têtes de bassin plutôt que sur les cours principaux. Autre espèce assez caractéristique ou très remarquable, c'est la mulette perlière, la moule perlière d'eau douce. Donc c'est une espèce qu'on a sur la vallée du Sarton, donc la rivière que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une espèce protégée au niveau national, sur lequel on a une vingtaine de rivières dans le massif armoricain qui abritent encore cette espèce. Qui nécessite une rivière de bonne qualité, donc pas trop de nitrates, pas trop de pollution minérale, pas de colmatage, et un peu pour la même raison que pour la truite tout à l'heure, qui a un cycle de reproduction assez complexe. Donc elle va libérer, c'est des espèces qui ne sont pas mobiles, donc le mâle et la femelle ne vont pas forcément pouvoir se rencontrer. Donc le mâle va émettre ses gamètes qui vont être filtrés par la femelle pour générer la fécondation. Et c'est déjà une étape sur laquelle, forcément, moins il y a d'individus, plus les rencontres est compliquée. Et au moment de la reproduction, la larve ne va pas être autonome, elle va avoir besoin de s'installer pendant un petit moment sur les branchies d'une truite. Donc pendant 6 à 8 mois, on a un petit kyste qui s'installe sur les branchies des truites pour pouvoir finaliser son cycle de reproduction avant de se décrocher naturellement et de s'installer dans la rivière, au fond de la rivière. Donc forcément, c'est une espèce qui est un cycle compliqué qui fait qu'elle est assez peu fréquente et assez menacée par nos changements. Forcément, si au moment de se décrocher, la truite est sur une rivière un peu vaseuse et choses comme ça, la larve n'arrive pas à survivre. Donc voilà, c'est une espèce qui a au moins une longévité assez intéressante. C'est une espèce qui vit une centaine d'années. Donc c'est pour ça qu'on arrive à encore en trouver sur nos rivières, même si probablement depuis 50, 70 ans, on a très très peu de reproduction de cette espèce en conditions naturelles. Et cette espèce a bénéficié d'un programme de restauration sur le Sarton, un programme LIFE pour la conservation de ces mulettes avec les collègues de la région Bretagne. Dernier milieu que je vous présente, c'est le reste de la rivière, sur lequel elle va pouvoir potentiellement un petit peu plus s'élargir, d'avoir des intérêts et des fonctionnalités un petit peu différentes. Donc une des espèces en cours de recolonisation sur le secteur est le castor. Donc c'est un mammifère, un rongeur qui a cette queue particulière, cette grande queue plate que vous voyez, et qui était quasi complètement disparu, avait complètement disparu ou quasi complètement disparu du territoire français, qui restait quelques petites poches ça et là dans le massif central, et sur lequel progressivement elle est en phase de reconquête, de recolonisation des territoires historiques. Et on le voit pour nous, la Mayenne, c'est vraiment sur la partie centrale, sur le cours aval de la Mayenne, que l'espèce est la plus régulièrement observée, même si on commence à la voir progressivement remonter vers le nord. Voilà, c'est une espèce qui
qui a été essentiellement consommé, braconné ou chassé pour la viande, pour la fourrure et pour son castanéum, hein, qui a une odeur particulière qui était utilisée comme parfum, comme produit cosmétique. Autre espèce assez remarquable, en tout cas de notre territoire, hein, c'est la loutre. Donc c'est une espèce qui est présente assez largement sur notre territoire, mais qui est en nombre assez petit. Elles sont présentes parce qu'elles ont des grands territoires. Donc on a rapidement, une loutre peut avoir 40 km de cours d'eau rien que pour elle comme territoire. Donc finalement on a l'impression qu'on peut la voir partout, mais finalement elles ne sont pas forcément nombreuses et du coup elles sont forcément assez vulnérables dès qu'un individu est percuté lors d'une collision routière. On a forcément un impact fort sur l'espèce parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup sur notre secteur. Hein. C'est une espèce qui est fortement dépendante des densités de poissons. Plus il y a de poissons, plus il y aura de loutres. La qualité de l'eau, elle est un petit peu moins regardante que certaines espèces que je vous ai présentées. Tant qu'il y a du poisson, elle se contente de la rivière, peu importe son état et sa qualité. Donc voilà pour un panel un petit peu global de nos mammifères aquatiques. Et la dernière espèce que je vous présentais, c'était une fougère. Comme ça, j'ai balayé un spectre assez large sur le type d'espèce. Donc l'osmonde royale, hein, qui est une fougère particulière qui regroupe ses parties fertiles comme dans un épi final. Que vous voyez tout là-haut, ça fait... qui est tout marron, c'est là que les organes reproducteurs sont installés et pas sous les feuilles comme l'essentiel des fougères. Et c'est une fougère qu'on va retrouver plutôt en bord de cours d'eau, sur les queues d'étangs, dans les marais, plutôt acides du secteur. Et vous voyez, c'est une espèce qu'on peut retrouver, croiser sur potentiellement l'ensemble du département. Voilà pour un petit panel de quelques espèces qui vivent en Mayenne. Derrière ça, il y en a d'autres. Hein. Je vous les cite juste pour que vous ayez un petit peu une connaissance. Hein. Quelques grenouilles, une anguille qui est présente, un ditique au milieu, un géris, une punaise aquatique qui va marcher, elle, sur l'eau. On a vu la nétonecte qui nageait et qui faisait la même chose, mais exactement sous l'eau. Une écrevisse à pattes blanches. Et puis des espèces que vous croisez de temps en temps, probablement si vous êtes pêcheur ou vous fréquentez les rivières, hein, les tipus, les cousins que vous avez là-haut. Vous avez une éphémère et un plécoptère, donc c'est ce qu'on appelle les mouches de pierre, donc qui est l'espèce avec les ailes qui couvrent le corps. Voilà. Merci Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On va faire les questions micro parce que comme c'est enregistré, on a besoin du son. Ah, trop tard. Bonjour, je suis le maire de Saint-Baudel. Les études ont été faites surtout sur le parc Normandie-Maine Alors, pas forcément. Là, les données ou les espèces que je vous présente, c'est beaucoup d'espèces de milieux acides. Donc, forcément, elles sont un petit peu plus représentées dans le nord du département, mais pas forcément. Ce que je vous présente dans les petites cartes, là, par exemple, c'est les données qui sont la synthèse de l'ensemble des associations, des structures publiques qui vont travailler sur la connaissance. Donc, ça peut être partout. Il n'y a pas de difficulté d'études sur d'autres secteurs de la Mayenne, parce que moi, je connais bien le secteur nord, Lacey, Ambrières-les-Vallées, toute la frontière avec l'Orne. Et j'ai l'impression qu'il manque des petits points, quoi, tout simplement. Parce que je me balade et je m'y suis baladé beaucoup. Donc voilà, c'est juste ça, c'était simplement ça. Sur les mammifères, là, il n'y a pas de souci, on voit bien, mais au départ, je trouvais qu'il manquait des choses. Par exemple, sur la notonecte, ça c'est une espèce assez courante qu'on doit voir assez régulièrement dans nos mares. La moule, je ne sais plus comment elle s'appelle. La moule perlière, ça c'est une espèce ultra rare. Elle va être présente, on n'a que 2 communes sur lesquelles on en a en Mayenne. Alors il y a une autre sorte. Après, il y a d'autres moules. Voilà, d'accord. Il y a d'autres moules. Il y a plein de moules différentes. D'accord. Essentiellement, l'autre espèce, c'est la mulette épaisse, qui va avoir un cycle de vie un petit peu plus court, une dizaine d'années, qui va vivre, elle, un peu le même cycle compliqué, mais sur des poissons plus courants. On voit bien les petites poches sur les truites fario. C'est ça. Mais c'est super.
Et c'est pour ça que moi je me dis c'est important de savoir bien où tout ça se situe, quoi. Être bien précis, mais c'est cool. Donc Merci. les cartes, c'est peut-être la précision que j'ai peut-être pas faite, c'est les cartes, c'est l'état de la connaissance ou des données qui sont remontées ou collectées. C'est pas pour autant que parce que votre commune ou votre secteur géographique n'a pas de petits points que l'espèce n'est pas forcément présente, c'est qu'elle n'a pas été soit observée, référencée, soit l'information a été vue, mais n'est pas remontée dans les bases de données auprès d'une association naturaliste, auprès de spécialistes, auprès d'une collectivité, du département, d'une communauté de communes, du syndicat de rivière. Et on essaye de travailler, nous, à l'uniformisation, la mobilisation de l'ensemble des données pour avoir l'image la plus précise possible de la situation, même si on n'aura jamais une image complètement nette parce qu'on ne peut pas être partout en même temps et sinon il faudrait des moyens qu'on n'a probablement pas. Mais voilà, c'est pas parce qu'on ne l'a pas vu ou elle n'apparaît pas sur la carte que vous ne l'avez pas à côté de chez vous. Il y a des territoires sur lesquels on a forcément plus de moyens, où on est plus facilement présent et les données apparaissent plus facilement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la réserve naturelle régionale du Mont des Avaloirs, c'est 4000 espèces différentes qui ont été observées sur les 10 dernières années. Donc ce n'est pas des espèces du Moyen-Âge qui ont disparu, mais des espèces qui sont véritablement présentes. C'est 3 fois la population de la commune concernée. Donc on a une diversité importante, mais on la connaît sur ce site parce qu'on y a mis beaucoup de moyens. Il y a d'autres secteurs sur lesquels, si vous êtes élu, si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter de vous rapprocher soit d'une asso, soit des collectivités pour pouvoir envisager des projets. Il y a plein de formats, il y a des inventaires communaux de biodiversité qui sont réalisés, il y a des projets divers et variés qui peuvent émerger si les élus sont motivés. Oui, on avait une question sur le DITIC. Tu veux la poser un petit peu ou... Je sais pas ce qu'on dit vraiment. En fait, il a vu la photo de DITIC là, du coup, il voulait savoir un petit peu la répartition et puis ses caractéristiques. Alors, le DITIC, c'est un coléoptère, vous voyez, il a les ailes rigides. Donc, là, au moins la première couche d'ailes, elle est rigide. En dessous, il va avoir une couche d'ailes plus souple qui va lui permettre de voler une partie de la saison, notamment au moment où ils vont vouloir coloniser une mare. Ils vont pouvoir voler de mare en mare et ils vont plutôt préférer les journées les nuits avec la lune, en pleine lune, sur lequel finalement les étendues d'eau vont plutôt briller et il va pouvoir plus facilement les repérer. Donc ça, sur cette phase un petit peu de colonisation, il va utiliser sa paire d'ailes qui est cachée en dessous. Une fois que la période de déplacement va être finie, il va complètement faire consommer ses muscles à l'air pour voler et il va utiliser cette énergie pour la reporter sur son système de reproduction. Donc ça, c'est une des particularités chez les DITIC et qui va lui permettre d'avoir de l'énergie vraiment soit pour voler, soit pour se reproduire, mais pas forcément au même moment. Et c'est une espèce donc prédatrice, c'est un vrai prédateur. Si vous l'avez dans la main, les petits, ça va, ça sert un petit peu. Mais j'ai déjà fait un élevage, mais soit ils se sont mangés entre eux, il en restait plus que 3, alors que j'en avais eu au moins 13, 12, et... Ou alors ils sont envolés peut-être, ça c'est une idée. Je pense que la première réponse est plutôt la bonne. Je voudrais te raconter une autre histoire, mais je pense que oui. C'est un excellent chasseur, donc si tu lui donnes pas assez à manger, ils vont se manger entre eux, effectivement. Il faut donner pas... Donc si tu l'as pris dans la main, tu as peut-être vu, ça a des petites mandibules qui peuvent serrer assez fort. Plus ils sont petits, ça serre, mais ça serre pas trop fort. Les gros, ça serre vraiment très très fort. Un DITIC, ça peut faire jusqu'à 2 à 3 cm pour les plus gros. Voilà, toi tu avais des petits un petit peu noirs, je pense. Ouais, c'est ça. Vous voyez souvent dans les abreuvoirs, ou si vous avez un seau pour les animaux en extérieur, vous pouvez avoir des DITIC qui se baladent dedans. Donc voilà, ça, il y a des travaux en cours, si vous voulez, si vous avez envie de regarder, vous pouvez... il y a une association au niveau national, le OPI, qui s'occupe spécifiquement des inventaires. Donc ça, c'est des espèces qui sont facilement reconnaissables sur photo. Donc vous pouvez prendre des photos des DITIC dans les deux côtés,
dessus, dessous. Si vous avez une échelle, quelque chose comme ça, et vous avez une petite clé qui peut vous guider. Et si vous ne savez pas, vous avez un doute, vous pouvez envoyer vos photos à l'OPI et ils vont pouvoir vous donner l'information de quelle espèce vous avez dans votre mare ou à côté de chez vous. N'hésitez pas sinon à nous discuter avec nous au département. Je vous remettrai en contact avec les associations si besoin.